Mesdames, Messieurs, fidèles de Saint-Langue-de-Bois, bonjour. Avec lui, on fait le bilan depuis hier, 6 avril. 3 ans plus tôt, Patrice Talon prêtait serment à Porto-Novo et entrait ainsi dans le plein exercice de son pouvoir de président de la République du Bénin. Il plaçait, comme il l'avait annoncé, son mandat sous le signe des réformes. Réformes dans tous les secteurs, dont celui de la justice. Lui qui, avant d'accéder à son fauteuil, trouvait que la justice était le seul secteur qui résistait tant bien que mal à l'ingérence du pouvoir exécutif, avait promis, entre autres, de la rendre plus indépendante. Il y a loin de la coupe aux lèvres, dit le proverbe. Les jours qui ont suivi n'ont pas été tout sucre, tout miel entre le président de la République et les acteurs du secteur de la justice. Des grèves perlées pour diverses revendications, défalcation sur salaire, retrait du droit de grève, réforme de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de l'économie et de la fonction publique ont fait leur entrée dans ce conseil. Création des cours spéciaux avec la fameuse Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, la plus célèbre d'entre ces cours. Nous ne ferons pas que le bilan dans le secteur justice. Mesdames, Messieurs, vous le remarquerez, j'ai sur ce plateau des avocats. L'un d'entre eux est aussi acteur politique. On fera donc le bilan de façon globale, de façon générale, de ces 3 ans de gestion du régime Talon. Maître Migan Jacques, bonjour. Bonjour, Monsieur Saturné Diosso. Bonjour, confrère, Maître Kato Paul. Et j'en profite pour saluer et les auditeurs et les téléspectateurs de Soleil FM et de télévision Sika TV. Vous êtes avocat au barreau du Bénin. Vous êtes acteur politique, membre du bureau politique du bloc républicain. C'est bien cela. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais écoutez, partager avec les auditeurs, les téléspectateurs, et débattre, c'est toujours un plaisir. Et je vous en remercie. Vous en avez donné quelques indices déjà à nos auditeurs. Vous n'êtes pas seul sur le plateau. Maître Katouatita Paul, bonjour. Bonjour. Je dirais de vous aussi acteur politique, pas acteur politique, je dirais de vous aussi, j'allais dire, avocat au barreau du Bénin, mais pas acteur politique. Ah oui, ça ferait de ma part. C'est important de le préciser. Je rappelle, c'était une erreur. Je dirais de vous, avocat au barreau du Bénin, mais pas acteur. Ah oui, c'est très politique. Important pour moi de le préciser. Est-ce qu'on peut ne pas être acteur politique dans le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui? En tout cas, on peut apprécier la gestion politique. On peut apprécier, absolument. Sans être acteur politique. Tout à fait. Et de sa place d'avocat, et vous, de votre place d'avocat et d'acteur politique. On va partager donc vos observations par rapport à ces 3 ans de gestion du régime Patrice Talon. Et Maître Migan Jacques, je commence par vous. Patrice Talon, le 6 avril 2016, prêtait serment à Porto-Novo. À l'époque, vous sortiez avec Sébastien Germain-Ajavon de la présidentielle en tant que soutien de Sébastien Germain-Ajavon. Par la suite, vous avez soutenu, donc vous avez commencé par soutenir Patrice Talon. Que retenez-vous de ces 3 ans de gestion de Patrice Talon? Les fruits. Monsieur Diosso, je vous remercie infiniment. Vous avez bien souligné que j'avais soutenu au premier tour Monsieur Sébastien Ajavon et qu'au second tour, le président Patrice Talon, le candidat à l'époque. C'est tout à fait juste. Nous l'avions tous fait. Et nous continuons à le faire, sauf ceux qui ont pensé que leur intérêt ne leur permette plus de continuer à soutenir le président Patrice Talon. Nous continuons à le faire tout simplement parce que nous avions constaté que le projet devenu programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon est porteur. Et cela se vérifie aujourd'hui sur le terrain. Et surtout, dans le département qui est le mien, entendons le département de l'Ouémé. Et plus précisément dans la capitale, puisqu'il s'agit aujourd'hui de faire le bilan de cela. Le bilan de 3 ans. Quand le candidat ou le président a cédé à la magistrature suprême, la première année, il n'y a pas eu ce temps de grâce qu'on accorde habituellement au président parce qu'on voulait que ça change, puisqu'il a été question de rupture. Mais quand il a soulevé le couvercle,
ce qu'il a constaté n'était pas ce qu'il attendait. Donc ça a frotté un tout petit peu. Il y a eu un petit décalage. Mais tout de suite, à travers le programme lui-même qu'il a soumis aux uns aux autres et qui portait sur les réformes, puisque quand il était déjà candidat, il a dit, entre autres, qu'il réformerait. Donc l'accent était mis surtout sur les réformes institutionnelles, puisqu'on en parlera, qui touchent la justice. Donc, c'est les réformes. Et ces réformes supposent la révision de la Constitution pour la plupart. Et je parle surtout du domaine de la justice en ce qui concerne la Cour suprême, en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, en ce qui concerne la Haute Cour de justice, en ce qui concerne le Conseil supérieur de la magistrature, on en parlera, il faut passer par des réformes. De la révision de la Constitution. Ces réformes supposent la révision de la Constitution. Malheureusement, la première tentative n'a point fonctionné puisqu'une minorité a bloqué et on s'est retrouvé au statu quo, dans le statu quo. Alors, pendant ces 3 ans, indépendamment du secteur de la justice qui fera partie de notre menu tout à l'heure, est-ce que le Bénin a connu un essor? Est-ce que le pays a évolué depuis qu'il est là, depuis 3 ans? Je dis sans embâche, oui. Et je le dis parce que le Bénin, il suffit de le quitter, de s'abstenir, de sortir du Bénin pendant une semaine, d'y revenir et vous verrez vous-même qu'il y a toujours quelque chose qui est nouveau. Parce qu'à l'extérieur, les gens disent du bien ou parce qu'en une semaine, vous serez revenu constater qu'il y a des choses... Le Bénin en chantier, je vais dire par là, dans tous les secteurs, que ce soit au niveau de l'énergie, au niveau de l'eau, au niveau des infrastructures, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau du social, c'est le Bénin qui évolue, une grande avancée, une grande évolution. Si nous prenons pêle-mêle chaque secteur, commençons par le secteur finance, aujourd'hui économique. Qu'est-ce qui se passe? C'est une grande révolution en ce qui concerne l'assainissement de nos finances. La lutte contre la corruption est une réalité aujourd'hui. Vous pensez que c'est une lutte contre la corruption? Parce que beaucoup d'autres diront que c'est la chasse aux sorcières. Hein? Oui, vous savez, quand j'entends pas ce que nous entendons souvent par la chasse aux sorcières, qui voudrez-vous qu'on poursuive lorsqu'on succède à un régime? Quand le président Boniaï a succédé au général Mathieu Kérékou, président de la République, paix à son âme, le problème s'est posé. Qui avait-on cherché à poursuivre? C'est ceux qui ont géré. Quand le président Patrice Talon est arrivé, il n'ira pas vérifier les comptes de celui qui n'était pas là. Et il vérifierait quel compte? Le compte de celui qu'il vient de remplacer. Donc, s'il se confirme que les comptes ne sont pas bons, mais c'est normal qu'on poursuive ces personnes. Ce n'est pas une question de chasse aux sorcières. Et vous constaterez que, au cours de son mandat, au début même de son mandat, des gens qui l'accompagnent ont été victimes de ce que je suis en train de dire, de la lutte contre la corruption. Dagnery, il était qui? C'est un soutien dur et ferme du président Patrice Talon. Quand vous prenez le cas qui illustre la lutte contre la corruption aujourd'hui, je prends le cas du préfet Toboula, je prends le cas du ministre Dassigli. Ils ne sont pas de l'ancien régime. Ce sont des cas récents. Non seulement des cas récents, mais Dagnery, ce n'est pas un cas récent. C'est un cas qui date dès le début du mandat. Et vous avez d'autres dont on ne cite pas les noms. On vous dira qu'Antoine Dagnery, c'est un poids plume dans ceux-là qui ont soutenu Patrice Talon. Il y a bien d'autres qui sont là qu'on pouvait toucher. Vous savez, je préfère même qu'on me dise un poids plume qui a fait l'objet qui n'est pas passé entre les mailles. Et c'est ce qu'il faudrait que les gens comprennent. Est-ce que oui ou non, dans ce domaine de l'assainissement, de la lutte contre la corruption, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Je prends le cas de l'eau, qui est une réalité aujourd'hui, qui va être une réalité sur toute l'étendue du territoire, mais déjà dans les zones, les collines par exemple, où l'accès à l'eau n'était pas potable, si je l'entends, n'était pas une réalité. Aujourd'hui, c'est possible. Ce que j'entends dire par là, pour aller très vite, quand vous prenez l'eau, en ce qui concerne ce que le gouvernement du président Patrice Talon a fait, en 2 ans, de 2018 à 2019 en cours, c'est ce que le Bénin, mon pays,
il a fait le tiers de ce que mon pays a fait en 59 ans. C'est-à-dire de 1960 à ce jour, nous avions eu, avant qu'il n'ait de responsabilité, en ce qui concerne les éducations d'eau villageoises, 666. Le gouvernement du président Talon est en train de réaliser au moins le tiers. En ce qui concerne la santé, vous voyez aujourd'hui les plateaux qui sont renouvelés. Le système n'est plus ce qu'on vivait où l'hôpital était complètement abandonné. Vous aviez cité tout à l'heure les grèves. Et qu'est-ce qu'on vivait à travers les grèves? Les grèves dans ce secteur tuaient, puisque un service minimum qui devrait être assuré ne l'était point. Et les morts se comptaient par dizaines. Ça, il faut le dire. Je demande toujours qu'on publie les statistiques pour permettre aux Béninois de savoir les conséquences de ces grèves. Mais quand il est arrivé, il a lutté pour que cela ne continue plus à travers cette loi sur le droit de grève dans ce secteur. Mais non seulement il a fait en ce qui concerne le droit de grève pour qu'on puisse permettre le bon fonctionnement de nos institutions hospitalières, mais surtout les hôpitaux de zone. Il a demandé à ce que ces hôpitaux soient mis en enfermage, c'est-à-dire mis en location, c'est-à-dire on loue pendant un temps bien précis à ceux qui peuvent permettre de faire fonctionner réellement ces hôpitaux, puisque c'est des hôpitaux qui sont abandonnés, parce que c'est dans nos régions retirées, les gens préfèrent rester dans la capitale, alors que quand vous mettez ça en enfermage, vous louez les plateaux, vous louez l'hôpital lui-même, ça rapporte à l'État, mais ce n'est pas une privatisation comme je l'entends dire, l'enfermage. Non, c'est une gestion prévue par la loi de 1992, de décembre 1992 sur les privatisations. On peut le faire dans ce secteur. Il en est de même sur le plan de notre poumon économique. Nous allons revenir là. On reviendra là tout à l'heure. Pour me permettre déjà à mettre Kato, à Tita, Paul, d'avoir déjà une première prise de parole à propos. 3 ans de gestion du gouvernement Patrice Talon. Vous n'êtes pas acteur politique, mais de votre position des citoyens béninois, quand vous appréciez, qu'est-ce que vous retenez, maître Kato, Tita, Paul? Si je dois me résumer en 2 ou 3 phrases, je dirais que 3 ans après, le constat ne m'a pas démenti. Quelques jours avant la prestation de serment de chef de l'État, j'avais déjà eu l'occasion d'accorder une interview à un organe de presse dont je ne me souviens plus. Et j'avais déjà prédit ceci. Le chef de l'État ne fera pas de miracle parce que notre pays ne lui offre pas de possibilités financières, budgétaires, pour faire de miracles. Il fera ce qu'il peut dans la même lignée que ses prédécesseurs. Mais en le disant à ce moment-là, je parlais donc du développement économique du pays. Ce que l'on regroupe aujourd'hui dans le PAGE. Le programme d'action du gouvernement. Voilà, il ne pouvait pas faire de miracle. Donc par rapport au PAGE, 3 ans après, personnellement, je n'ai pas de reproche fondamental. Je n'ai pas de remarque négative fondamentale. Parce que cela n'est pas une question seulement de volonté d'un homme, mais c'est une question également de disponibilité de ressources et de moyens. Et nous savons que notre pays n'en prend pas. Il faut aller chercher auprès des partenaires. Et par divers canaux, on n'en trouve pas toujours à temps. Ou on ne trouve pas toujours ce dont on a besoin. Cela est réel. Tous ceux qui l'ont précédé ont pu faire ce qu'ils ont pu faire depuis 1960. Lui aussi, il fera ce qu'il pourra faire pour le développement économique, industriel et autres du pays. Mais là où 3 ans après, le gouvernement, l'action du chef de l'État pose problème et laisse encore de problèmes, c'est dans la réforme. Et j'ai eu également l'occasion, plus d'une fois, de le dire, à sa place, je me serais retiré de ce volet de réforme et me consacrer au problème de développement, à l'instar de mes prédécesseurs. Si le développement passe par les réformes. Et j'avais dit, et je continue de le dire encore ce matin, que ce sont ces réformes qui vont lui créer plus de problèmes. À l'allure où les réformes ont été entreprises,
c'est comme si le Bénin venait d'être un État nouvellement indépendant, qui n'a pas connu 60 ans de vie administrative, 60 ans de vie législative, 60 ans de vie en tant qu'État, et que l'on ne peut pas du jour au lendemain bouleverser tout dans un État qui a déjà 60 ans d'âge. Ça va créer des problèmes. Ça va amener des difficultés inimaginables et inattendues. Et 3 ans après, à la date de ce jour, nous en sommes là. Voilà. Et que si je posais bien la question, quand on pose un diagnostic, Maître Katuatita, et qu'on constate que pour guérir un malade, il faudrait qu'on lui fasse avaler ces pilules-là, est-ce qu'il faut renoncer à ces réformes parce qu'on ne veut pas avoir de problème? Ce n'est pas le cas du programme du chef de l'État. Des réformes superficielles qu'on peut faire pour battre les étudiants, c'est pas ça. Le chef de l'État a pris la réforme comme un programme fondamental de l'État béninois. Fondamental. Vous passez de la révision de la Constitution, 1 ou 2 fois qui n'a pas marché, mais en réalité, la Constitution a été révisée d'une manière déjà indirecte par diverses autres lois connaissent. Quand on parle aujourd'hui de l'impasse préélectorale, la loi sur les chartes de partis, etc., tout ça, ces 2 lois-là, sont déjà au cœur d'une réforme profonde constitutionnelle. Parce que vous voyez donc des partis politiques limités dans leur nombre, tandis qu'au sommet, la loi fondamentale parle de multipartisme intégral. Pendant que depuis 1990, je crois bien pour la Constitution, le système constitutionnel béninois, législatif béninois, administratif béninois, a évolué sur la base de multipartisme intégral. L'Assemblée nationale a établi une jurisprudence parlementaire, a établi un règlement parlementaire. La Cour constitutionnelle a établi une jurisprudence constitutionnelle sur la base de multipartisme intégral. Et aujourd'hui, nous nous trouvons par exemple dans une loi ordinaire, mais qui dénature le champ constitutionnel. C'est des réformes profondes. Je dis, le chef de l'État, de mon point de vue, aurait pu limiter l'étendue des réformes et aurait accordé priorité au développement économique du pays. Baliser certains chemins sur le plan des réformes pour évoluer, que personnellement, je ne trouverais rien, absolument pas grand-chose à reprocher à ces 3 ans aujourd'hui parce qu'il ne peut pas faire de miracle. Ne pensez-vous pas que ces difficultés ont surtout été du point de vue adhésion à ces réformes-là? Puisque avant d'être implémentées, les acteurs des différents secteurs sont réunis parfois et font des observations qui au final ne sont pas prises en compte. Maître Katuatita. Le problème, vous voulez m'amener à être un peu avancé, nous traînons une calebasse. Nous traînons une calebasse qui n'est pas de ce régime. Moi, quand je viens sur mes plateaux, je me comporte en intellectuel. Je ne suis pas là pour accuser quelqu'un. Nous traînons une calebasse qui n'est pas de ce régime. Et dont les gens n'aiment pas trop en parler. Mais qui est une réalité. Tant qu'on ne va pas la régler, lui trouver une solution, nous irons toujours de problème à problème. Vous vous dites l'adhésion à ce programme, l'adhésion à ces réformes. Mais est-ce que ces adhésions sont sincères? Est-ce que ces adhésions-là, est-ce que ceux qui adhèrent, est-ce qu'ils le font réellement en connaissance de cause? Est-ce qu'ils ne le font pas parce qu'il faut aller là-bas pour trouver à manger? Est-ce qu'ils ne le font pas parce qu'il faut rester là-bas parce que c'est là-bas qu'il a mangé? C'est ça aussi le problème. Quelque part, la corruption législative, la corruption administrative, la corruption politique amène les gens à adhérer à des actions gouvernementales pour lesquelles ils n'ont aucune conviction, ils n'ont aucun attachement, et cela finit toujours par des problèmes de crise. Vous voyez, quand vous prenez... Je reviens toujours à la question d'impasse. Prenez l'Assemblée nationale. Ce que je dis, ce n'est pas d'aujourd'hui, parce que ceux qui pensent que c'est le régime Talon qui est là, qui a organisé, qui est à la base des actes peu orthodoxes au niveau des députés de majorité, etc. Non. Même depuis les années 90, où les premières assemblées ont été déjà instituées, vous entendez déjà parler de la manière d'entretenir les élus par les pouvoirs en place. Or, ces élus sont déjà payés par le budget national. À quoi bon d'aller les entretenir, de leur préparer des enveloppes de temps en temps, Or, ils ont un rôle de contrôle, un rôle de surveillant. En leur faisant ces enveloppes parallèles, en leur accordant ces privilèges parallèles, on les détourne de leur mission première.
Ils ne jouent plus efficacement leur rôle. Quand ils votent les lois, les yeux fermés, ils votent les lois sans même lire approfondir, sans même se retourner vers des spécialistes pour voir. Ou bien même lorsqu'ils voient l'anomalie, mais parce qu'ils savent que chaque mois, ils ont une enveloppe quelque part. Il faut dire oui, ça nous amène à des problèmes. Le problème de fond se trouve quelque part. Monsieur. Voilà. Oui, Maître Jacques Miquan, vous avez écouté Maître Kato Atidapol qui parle des réformes du président Patrice Talon. Le fait d'avoir mis tous ses œufs dans un même panier, est-ce que ce n'était pas réellement la difficulté majeure? Non, je crois quand même qu'il faudrait qu'on sache qui est le président Patrice Talon. C'est un homme de méthode, c'est un homme de rigueur, et c'est un homme qui, quand il le dit, il le fait, il le réussit. Et il faudrait que nous sachions que le président Patrice Talon, avant de devenir chef de l'État, est passé par le candidat Patrice Talon avec un projet de société. Et ce projet de société qu'il a montré, développé, expliqué aux uns et aux autres, portait principalement sur les réformes, notamment institutionnelles. Et dans les autres domaines, cela s'entend. Mais une fois aux responsabilités, il faudrait qu'il respecte ce qu'il avait dit alors qu'il était candidat à travers le programme de gouvernement, le PAG. Je dis bien à travers le programme du gouvernement. Tout à l'heure, Maître Kato a parlé de miracle, que le chef de l'État ne fera pas de miracle. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président lui-même qui l'a dit. Nous ferons des miracles. Et il fera des miracles, moi je le confirme. Pourquoi? Je crois qu'en mettant l'accent, il a expliqué que les ressources pourraient manquer. Mais nous oublions l'homme. Je disais tout à l'heure, avant de faire, il y a une question méthodologique. Avant qu'il ne soit chef d'État, il a été un opérateur économique, chef d'entreprise. Et il sait comment opérer dans ce secteur, dans ce domaine. Comment on gère, comment on va chercher. Et c'est dans comment on va chercher les fonds, les ressources, qu'il a été mis sur pied ce qu'on appelle les modalités de mise en œuvre du PAG dans le domaine du financement. Il a été dit que le programme du Bénin révélé, monsieur le journaliste, du gouvernement sera financé prioritairement à partir des ressources mobilisées au moyen du partenariat public-privé. Est-ce que ça a été le cas, le partenariat public-privé? Les partenariats vont contribuer à hauteur de 71% des projets phares. Dans la réalité. Oui, et ça continue. Sa relation avec le secteur privé dans la réalité. En ce qui concerne l'État financera le reste à travers l'accroissement des recettes intérieures et les prêts occasionnels et concessionnels ou semi-concessionnels auprès des partenaires techniques et financiers. Donc, ce n'est pas quelque chose, c'est-à-dire lorsque vous voulez réaliser, vous voulez bâtir, vous voulez construire, vous n'allez pas, lorsque vous n'avez pas les moyens, dire « je commence ». Il faut d'abord chercher à obtenir les ressources. Est-ce que nous avons les ressources pour aller aux réalisations, je dis bien aux plurielles réalisations de ce programme, de ces projets? C'est pourquoi il a été estimé. Il y a eu des taxes en surabondance que la Bénin a déclarées, entre autres. Vous permettez, tout à l'heure, vous l'avez laissé s'exprimer. Oui, si je vous en prie. Juste quelques points. Je vous en prie. Allez-y, Maître Miquan. Je vous en prie, monsieur Djossou. Tout à l'heure, vous l'avez laissé s'exprimer librement. Librement, je dis bien. Librement. Allez-y. Bien. Donc, il y a un coût pour tout ce projet, pour tout ce qui doit se faire. Et ce coût s'élève à 9 039 milliards de francs CFA. Mobilisé, il y a encore l'année dernière, à 889 milliards de francs CFA. Et ces réalisations se font aujourd'hui au vu et au su de tout le monde. Je disais tout à l'heure, dans tous les domaines. Que ce soit au niveau de l'eau, qui est une priorité, cela se vit. À moins que nous ne soyons point béninois. Miracle, le miracle se passe aujourd'hui à Dassa. Le miracle se passe aujourd'hui dans les collines où l'accès à l'eau potable est une réalité. Il y a encore quelques années, sous le régime du général Mathieu Kérékou, sous le régime du président Boni Yayi, des zones restaient sans électricité pendant une semaine, pendant un mois. Et vous savez ce que représente l'énergie électrique
pour le développement d'un pays. Je ne parle même pas des zones qui vivent et qui vivaient encore dans l'obscurité. Je parle des entreprises. Sans énergie électrique, vous ne pouvez pas fonctionner. Et souvent, et j'ai connu des structures, des sociétés, des investisseurs qui veulent venir dans notre pays, mais qui ont rebroussé chemin parce que le délestage était tel que ça a freiné ce qu'ils avaient prévu pour le fonctionnement de leur entreprise. Aujourd'hui, c'est réglé? Aujourd'hui, nous sommes en train de conjuguer le délestage au passé. Je dis bien, nous sommes en train de conjuguer le délestage au passé. Et ce qui me plaît dedans, dans cette réalisation, dans cette réalité, c'est les Béninois profonds qui vivaient depuis des années, depuis 1960 dans l'obscurité et qui arrivent à dire aujourd'hui, nous avons la lumière, pas seulement la lumière du jour, mais la lumière quand il fait nuit. Donc je crois que dans ce domaine, c'est une réalité. Et ce financement se fait à travers les fonds que le gouvernement arrive à l'obtenir, soit par les prêts, soit sur le budget, soit à travers ce que nous appelons, je l'ai dit tout à l'heure, les partenariats publics-privés. J'ai donné l'exemple de l'eau, j'ai donné l'exemple de l'énergie. Et quand vous prenez notre pays, les gens ont dit non, ça ne pourra pas se faire. Lorsque vous passez dans les rues, je dis bien dans les rues de nos communes, je cite pêle-mêle, Cotonou, Abomey-Calavi, Parakou, vous voulez parler du programme asphaltage? Lorsque vous prenez le programme asphaltage, c'est-à-dire le bitumage des rues, aujourd'hui, est-ce que c'est une réalité alors que nos compatriotes disaient ça ne va pas se faire? Ça fait partie des réformes. Il a dit, il a commencé et cela se fait. Avant que je ne vienne chez moi aujourd'hui, alors que nous sommes dimanche, monsieur le journaliste, les gens sont en train de travailler parce que c'est pour la première fois que la rigueur s'impose à ceux qui prennent les marchés. Donc, au niveau de l'enseignement, je vais pêle-mêle pour montrer, s'il vous plaît. Permettez-moi, M. Nigan, oui. On sait que vous avez un programme de réalisation bien, on voit certaines choses, mais ce qui pose problème surtout, Maître Kato Atita l'a souligné, de l'adhésion aux réformes. Oui. De Patrice Talon, au-delà de ce qui a réalisé. L'adhésion aux réformes, monsieur le journaliste, est-ce qu'elle a été? Oui. Sinon, il ne serait pas président de la République. L'adhésion, ce qu'on appelle l'adhésion aux réformes, c'est parce qu'il a proposé à travers son projet de société. Mais dans la réalisation. Et dans la réalisation, à moins que nous ne soyons pas sur le même plateau, M. Djossou, à moins qu'on ne s'écoute pas, à moins que vous vouliez vous écouter. Non, je viens de vous dire, M. Djossou Santurin, je viens de vous dire... Je vous écoute, je vous dis, permettez-moi de conduire, je viens de vous dire à l'instant les réalisations prioritaires que vous voyez, que nous voyons. Je suis d'accord. Et vous me dites que est-ce que cela se réalise? Sinon, si je parle de réforme, c'est par exemple la réforme. La réforme, c'est quoi? Institutionnelle. Je suis à ce niveau. L'échec de la révision de la constitution de notre pays. J'en viens, monsieur. C'est là que je voudrais qu'on aille. Ok, j'en viens. Pourquoi je vous le dis, monsieur Djossou? Puisque nous sommes dans un état où les réformes se vérifient. Prenons maintenant les réformes institutionnelles pour lesquelles nous l'avions élu. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à ce que la Cour constitutionnelle ne fonctionne plus comme nous l'avions toujours vu. Que les conseillers à cette Cour ne soient plus nommés pas uniquement par les seuls, par le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, et puis c'est les magistrats. Mais qu'on essaye de trouver un autre moyen où, quand même ils seront nommés, ces conseillers, que le gouvernement apporte seulement un seul choix. Il en sera de même de l'Assemblée nationale. Quand vous prenez la Cour suprême, qui nomme le président de la Cour suprême, M. Djossou Santurin? Mais c'est le président de la République. Pour lui permettre d'être autonome, pour permettre à cette institution d'être autonome, le candidat Patrice Talon, dans son projet de société qu'il a voulu porter aux Béninois dans son programme, a demandé qu'il ne soit plus nommé par lui, c'est-à-dire le président de la République, mais qu'il soit nommé par les magistrats eux-mêmes. Et il a demandé que l'on aille à une révision de la Constitution. Il en est de même du Conseil supérieur de la magistrature.
il ne veut plus que siègent certaines personnalités qui ne sont pas directement concernées, mais qu'on laisse faire ceux qui peuvent le faire. Mais qu'est-ce que nous avions constaté au niveau de la HAC, qui ne doit plus connaître la nomination de son président ou de celui qui le gère, pas le président de la République. Mais nous avions dit non à travers une minorité de députés, et parce que nous sommes dans un état de droit. Parce qu'on a dit non, alors, au Conseil supérieur de la magistrature, par exemple, on a augmenté le nombre, on a fait entrer d'autres personnes du gouvernement, alors que ce n'était pas le cas. Je vous le dis tout de suite, puisqu'on a dit non à la révision de la Constitution, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que nous préférons, Monsieur le Président, que ce soit le statu quo, et nous vous laissons 4 lits pour faire. Et pour faire, qu'est-ce que nous voulons? Nous refusons ce qu'il a demandé pour que ces institutions soient autonomes. Nous sommes les mêmes à travers la minorité qui a bloqué pour dire non, faites ceci. Puisque vous dites, on a bloqué, mais sont entrées 2 personnes. Et il a été expliqué pourquoi ces gens sont entrés dans ce conseil. N'est-ce pas paradoxal par rapport à ce qu'il avait promis en campagne? Je vous dis non, je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous prenez M. Djossou, ceux qui sont entrés, qui gèrent la carrière des magistrats. Le ministre de l'économie. Qui gère... Non, attendez. Non, le ministre de l'économie ne gère pas la carrière. Je parle du ministre de la fonction publique. Le ministre de la fonction publique qui gère la carrière. Les 2 qui sont rentrés, c'est le ministre de l'économie. Et le ministre des Finances. Donc, celui qui gère leur carrière, en quoi cela est gênant? Qu'il soit là pour suivre la carrière de ceux-là. Vous me l'enseignerez. Ça fait partie d'une fluidité pour qu'on sache comment ça évolue. Moi, j'ai même applaudi. Alors que les propositions que nous avions faites, on avait prévu qu'entre dans ce conseil supérieur de la magistrature d'autres personnes. Mais quand il a été question de faire entrer dedans certains ministres, comme celui des Finances, comme celui de la fonction publique pour la gestion des carrières, nous avions dit oui. Et ce n'est pas le Bénin qui innove à ce niveau. Si vous savez comment les choses fonctionnent ailleurs, Monsieur Djossou, parce que c'est en cela que je demande souvent, lorsque vous, journalistes, vous voulez intervenir, cherchez à savoir ce qui se passe, non seulement ailleurs, et qu'est-ce que on peut faire. Donc, il ne faut pas aller à critiquer pour critiquer. La conséquence, c'est que ça augmente de 2. La présence, ça renforce. Mais ça crée quand même un bon suivi. Je lis quelque chose sur ma note. J'espère que je ne l'ai pas dit. J'espère que je n'ai pas parlé de cours spéciaux, vraiment. Oui. Ah bon. Au masculin. Alors, celle-là, de quoi? Je le découvre tout de suite. Au fait, je lançais Maître Paul Katouatita sur une question. Je trouvais que j'avais mis au masculin un mot qui devrait être au féminin parlant de cours. Je parlais de tribunaux spéciaux, et là je lisais cours spéciaux, je ne sais pas quoi, je sais pas. Oui, vous pouvez dire cours, c'est au pluriel. Non, si c'est au singulier, c'est la cour. Je voulais m'assurer que je n'avais pas commis ça. Si entre-temps je l'avais dit, mesdames, messieurs, toutes mes excuses, je parlerai de tribunaux spéciaux et de cours spéciales. Donc, Maître Katouatita, quand on a connu ce que Maître Mingan est en train d'expliquer, quand on a été recalé à une révision de constitution, est-ce que cela justifie maintenant qu'on continue de plus belle ce qu'on a déploré? Vous m'excuserez, je vais revenir rapidement en arrière sur quelques points de son développement. Lorsqu'il parle de développement, des acquis du régime, etc., dans le cadre du page, etc., pour faire noter, constater tout simplement qu'à 8 km de vous ici, à Pécadis, là où je réside, il n'a pas de l'eau courante en ce moment, depuis près de 2 mois. Je continue pour vous faire... Ça pourrait être un dysfonctionnement. Ah non, je viens en tirer la conclusion. Je vais lui dire tout à l'heure pourquoi. Je vais en donner la conclusion. Je continue pour dire que tous les jours, mon groupe électrogène doit actionner pas moins de 5 à 6 fois suite aux coupures de la SPE. Donc, on prend le délestage pour vous? Sauf, par honnêteté, hier nuit à aujourd'hui, je crois 1 ou 2 fois. Alors, c'est pour dire quoi? Ce n'est pas pour m'en prendre au gouvernement ni au chef de l'État. C'est pour dire que dans ces secteurs qu'il a énumérés, à Dassa, à Savet, tout ça, ce sont des besoins évolutifs. Aucun gouvernement ne peut à 100% donner satisfaction à ces besoins d'une manière permanente. Depuis l'indépendance, sinon on aurait réglé. Ce sont des besoins qui sont liés au mouvement démographique. Plus la démographie est perturbée, évolue, plus ces besoins s'imposent. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, au commencement, que si ça ne tenait qu'au programme d'action du gouvernement, au programme de développement économique et autres, il n'a rien à reprocher au chef de l'État.
il fera ce qu'il peut, comme ses prédécesseurs. On ne peut pas lui imposer un miracle sur le plan de développement. Non, c'est de lui demander de faire ce qui dépasse l'humain. Notre pays n'en a pas les moyens. Par contre, je dis, le vrai problème se trouve au niveau des réformes. Et je reviens à votre question. Continuer à dire que le chef de l'État a été élu sur un programme de réforme, c'est vrai, en ce moment-là, et j'ai vu à la télévision partout, le programme de réforme était partout, dans les écoles, les universités, dans les rues, partout. C'est vrai. Pour justifier ce qui se poursuit aujourd'hui, non. C'est notre chef de l'État. J'ai eu également l'occasion de le dire à plusieurs interviews. Nous devons nous permettre respectueusement de porter à sa connaissance ce qui lui pose problème et dont il peut se débarrasser quelque peu pour évoluer et consacrer ses efforts à beaucoup d'autres choses. Vous voyez, situons-nous dans le contexte de 2016, je crois bien que c'était l'année des élections. L'analyse du contexte de ces élections de 2016 n'autorise pas qu'on affirme que c'est sur le programme de réforme que le chef de l'État a été absolument élu. Les Béninois, historiquement, politiquement, se sont retrouvés en face de deux candidats dont ils n'ont pas la maîtrise de l'un, mais dont ils ont la maîtrise de l'un. Ce un-là, c'est le président Talon. Alors là, nous le connaissons, lui. Donc, c'est plus le facteur qui a fait la motivation populaire autour de lui. Je ne pense pas que ce soit son programme. J'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres interviews. Si le président Talon s'était retrouvé nez à nez en face d'autres candidats, et ce n'était pas le Premier ministre Lionel Zessou en face, il n'était pas évident qu'il soit le président actuel du Bénin. Les Béninois certainement auraient fait un choix qui ne serait pas sa personne. En tout cas, la lutte aurait été très serrée. Très serrée. Donc, il ne sera opposé à ces réformes qu'il a proposées. Je pense que nous devons nous permettre de dire certaines vérités. Sinon, nous allons continuer de l'induire en erreur. Et nous n'avons pas le droit de l'induire en erreur. Parce qu'il détient notre destinée. Et il est l'image, il incarne l'image de notre pays, non seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et tout ce qu'on peut dire sur lui de désagréable, ce n'est pas seulement sur sa personne, mais sur la personne de chacun de nous Béninois, mais sur la personne de notre pays également. Et pour autant que nous pouvons indexer là où se trouve le mal pour lui permettre de se corriger, il faudrait le lui dire. C'est l'honnêteté qui le veut. On ne peut pas, parce qu'on a été élu sur la base d'une réforme en 2016, si encore c'était le cas, persévérer dans cette réforme d'une manière absolue, alors que le peuple pour qui cette réforme se fait n'y adhère pas et persiste à ne pas y adhérer. Il faut rechercher à adapter cette réforme à la volonté de ce peuple. Sinon, vous ne lui rendez pas service. Et la volonté de ce peuple ne se retrouve pas parmi les élus parlementaires. Vous pouvez avoir 83 élus parlementaires avec vous, à une Assemblée nationale à Porto Novo qui vous soutiennent, qui disent oui. Mais c'est 11 millions de Béninois. Est-ce que ces réformes-là sont acceptées par les 11 millions de Béninois, ou tout au moins par la majorité des 11 millions de Béninois? Est-ce que ces 11 millions de Béninois se retrouvent dans mes réformes? Sinon, je change de méthode. Mais nous ne pouvons pas continuer à encourager le chef à persévérer dans une politique de réforme qui ne fait que lui compliquer la voie. Je dis et je reviens. Le chef de l'État ne devrait avoir aucune difficulté. Vous ne l'avez pas du tout. Attendez, dans la balle, je vous rassure, M. Jacques Mougan, que dans le décompte ici, vous battez le record d'intervention. Non, ce n'est pas là où je vais en venir. Tout à l'heure, quand je m'exprimais, vous n'arrêtiez point de m'arrêter. Je le relance. Ah non, je n'ai pas vu ça. Je le relance. Je voudrais que ce soit
équitable. D'accord, pas de s'il problème. vous plaît. Pas de problème. Oui, maître Paul Katoa. Donc, je dis, c'est ça qui me fait revenir à dire que si le chef de l'État ne se donnait pas à ces réformes-là, non, peut-être pas de sa propre volonté, peut-être qu'il lui est arrivé de vouloir modifier. Et les courtisans qui sont toujours auprès de tous les chefs, ils sont nombreux, ces courtisans, lui demandent toujours de persévérer, de continuer. Alors là, ce n'est pas une bonne chose. On va parler, on avait commencé à parler du secteur justice déjà avec Maître Mingan, le Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République, suite à la modification de la loi qui porte organisation de ce conseil, a introduit deux autres personnes. Maître Katoa Tabariayi, rapidement, à propos. Maître Paul... Non, je voudrais d'abord réagir. Je vous donne quelques minutes pour réagir. Et je souhaiterais que nous débattions de manière équitable. Allez-y. Bien. C'est pour la première fois dans mon pays que nous avions vu, lors des élections présidentielles de 2016, M. Diossou, et je suis surpris que vous le releviez, point, que tous les candidats, je dis bien tous les candidats, ont proposé des projets de société. C'est du jamais vu. Pour la première fois? Je dis oui. Les candidats ne proposaient pas de projet? Non, ils allaient aux élections sans projet de société. Ah bon? Ils se présentaient. En 2011, c'était sans projet de société. Je dis, citez, voyez tous les candidats qui s'étaient présentés en 2011. Certains en avaient, d'autres n'en avaient pas. Alors que je dis bien, c'est pour la première fois que tous les candidats avaient de projets de société. Et quel projet de société? Et quand il a été élu, le président Patrice Talon, il avait avec lui, et à Diavon, et Abdoulaye Biochane, et Pic, Koupaki, Irénée, et puis d'autres, bien et consorts. Mais la combinaison de tous ces programmes ont donné le programme d'action du gouvernement. Donc il y a eu l'adhésion, non seulement du projet qu'il avait, mais les projets des autres qui ont été pris en compte. Et au-delà même de ça, il y a un travail qui a été fait pour travailler ce programme afin qu'il soit réalisable. Donc, je disais au début de cette émission que le projet porté à l'attention des Béninois a été pris en compte pour permettre l'élection de M. Patrice Talon, président de la République du Bénin. Une fois élu, ils l'ont accepté pour l'accompagner. Il y a un travail qui a été fait. Pourquoi je donne cette explication? Parce que quand nous parlons, il faudrait que nous cherchions à savoir pourquoi un programme d'action du gouvernement. J'ai eu affaire avec le président Mathieu Kérékou. Je n'étais pas là pour son programme d'action du gouvernement 1, mais de 2001 à 2006, le programme d'action du gouvernement du président Kérékou était le programme 2. Mais pourquoi il avait échoué? Tout simplement parce que les ressources n'ont pas suivi. Pourquoi il a échoué? Parce que ceux qui devraient mettre en application ce projet, puisqu'il y a eu, quand vous avez un programme, il y a aussi son plan d'action. Le plan qui doit permettre le bon fonctionnement de ce programme. Et ça n'a pas suivi parce qu'on avait des gens qui, au lieu de penser au développement du pays, M. Diossou, pensaient à eux-mêmes. Et on privilégiait pas le programme dans sa réalisation, mais on privilégiait ce qu'on peut en tirer soi-même au lieu de penser au développement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce qui n'est pas le cas, je le disais, par rapport à la corruption qu'on notait sous le régime du président Kérékou, pour ne pas parler du régime du président Boniaï. Aujourd'hui, vous n'avez pas cela. Vous ne pouvez pas aller à détournement qui freine et qui continue à freiner. Le programme qui est fait, je dis, a donné le montant qu'il faut pour sa réalisation, 9,039 milliards de francs CFA. Et je vous ai dit ce qu'on a mobilisé à ce jour pour pouvoir commencer à financer. Et les réalisations sont là. C'est visible. Tout le monde le vit. Quand on parle de l'eau à 8 km qu'on ne peut pas avoir, je dis oui. Je dis oui. Et pourquoi je le dis? Parce que ce n'est pas encore terminé. Il est dit que l'eau sera accessible à tous les Béninois d'ici 2021. Si se confirme que dans une localité, on ne l'a pas, je dis toutes les dispositions sont prises. Qu'on l'avait et qu'on ne l'a plus depuis quelques jours. Si on l'a, je ne veux pas entrer dans ces conditions. Pourquoi on ne l'a pas? Vous savez comme moi qu'il y a moult raisons
pour lesquels on peut ne pas en avoir comme on peut l'avoir. En ce qui concerne l'électricité, là, nous sommes en train de vivre, et ça, la télévision nous montre ça tous les jours, tous les travaux qui se font pour permettre aux Béninois d'accéder à l'électricité, de conjuguer... Ce sont des perturbations, ce qui s'enregistre actuellement. Vous l'aviez dit, c'est les régulations, pour être beaucoup plus précis, pas des perturbations, des régulations. Lorsque vous êtes en train de permettre l'accès à l'électricité, à l'énergie, comme l'explique judicieusement le ministre Oussou, mais on comprend pourquoi de temps en temps nous avons des délestages, et nous en avons. Vous ne pouvez pas, lorsque vous êtes en train de mettre une ampoule ou bien de régler un problème d'électricité, laisser le courant, vous serez électrocuté. Il faudrait certains réglages. Il faut éteindre à un moment donné pour permettre le bon fonctionnement de l'appareil, de ce qui doit se faire. Et cela suppose quoi? Des délestages momentanément. C'est normal. Mais je continue à dire et à croire que les réformes, qui ne les fait pas, reculent. Lorsque vous ne faites pas de réformes, vous reculez. Et dans mon pays, je dis bien dans mon pays aujourd'hui, le Bénin est mis sur orbite. Et je dis bien, non seulement il est mis sur orbite, les investisseurs sont là. Et nous avions été félicités, pas seulement lui et moi, sur le plan régional, pour les performances dans le domaine économique. Mais le Fonds monétaire nous a félicités, la Banque mondiale nous a félicités, et d'autres nous félicitent. Et les investisseurs qui arrivent aujourd'hui, c'est un peu... Tout le monde le vit. Et l'accent a été mis sur d'autres points, savoir le domaine culturel. Et nous avions vu pourquoi le président Talon veut mettre l'accent sur le domaine culturel pour attirer le tourisme. Il en est de même de l'agriculture. Monsieur Diossou, est-ce que vous savez que du temps du régime précédent, alors que nous savons que le coton constitue dans notre pays... Aujourd'hui, on a battu des records. Non, ce n'est pas battre le record. Ce n'est pas seulement au niveau de battre le record. C'est aussi la création d'emplois. La création d'emplois. Et on en parlera tout à l'heure dans ce domaine. Des milliers d'emplois dans ce secteur. Non seulement nous avions battu le record, puisque nous sommes passés de 230 000 tonnes ou 200 000 du temps du président Boni Yayi, on est passé à 600 000. Et je crois que pour l'année en cours, la recette, enfin du moins ça, nous irons à 700, 800 000 tonnes. Mais c'est surtout... Tout ça va augmenter. Kato Atita, je vous relançais sur l'indépendance du secteur justice, parce qu'on avait commencé par en parler avec Maître Mingan déjà. Concernant le Conseil supérieur de la magistrature, Maître Mingan estime que le président de la République a posé un diagnostic qu'il a soumis, qui passe par la révision de la Constitution. Les députés n'ont pas cru devoir accepter cela, la minorité a bloqué. Du coup, le statu quo règne, il continue. La justice, aujourd'hui, sous Talon. Je pense que, j'ai dit tout à l'heure, la question des réformes. Moi, je ne suis pas un courtisan. Je suis un intellectuel. Et je n'ai pas de crainte de dire la vérité au chef. Absolument pas. Si je suis son collaborateur, je lui dis la vérité une fois, deux fois, trois, quatre fois, et il ne veut pas me suivre, mon rôle, c'est respectueusement de lui dire, Monsieur le Président, excusez-moi, je m'en vais. Je dis, le chef de l'État n'a aucun problème, si ce n'est que dans sa réforme. Et vous avez parlé tout de suite de cette constitution-là, qu'on a voulu modifier, réviser. Et on parle d'une minorité de blocage. Je dis, on ne peut pas, dans un pays qui a 60 ans d'indépendance, de vie, et qui a une histoire politique, s'engager dans une réforme aussi profonde, et tous azimuts, sans se créer de problèmes. Côté justice, Maître Kato Atita. Et particulièrement la Constitution de 1990 est une constitution historiquement établie au Bénin, dans des conditions particulières, et une réforme qui devrait s'engager sur ce chemin-là devrait être bien mûrie. Mais si les Béninois ne se retrouvent pas dans ce projet de réforme constitutionnelle, il est tout à fait normal qu'ils réagissent. Et tout ce que j'ai entendu ici tout à l'heure sur l'adhésion aux réformes, tout ça, ce n'est pas ce que j'entends moi dans les rues. Ce n'est pas ce que me dit la femme, la vendeuse de bouillie d'Akassa.
Ce n'est pas ce que j'entends dans les marchés que je veux marcher. Mais c'est pour eux que ces réformes-là se font. Abordons le côté justice. Parce que alors, là, les résultats dans quelques secondes doivent commencer par... Pour retourner à la justice, il faut dire une chose. Nulle part au monde, quand je dis, je me trouve toujours dans ma peau d'intellectuel. Il ne peut avoir une justice totalement indépendante. Pour multiples raisons que le temps ne permet pas d'énumérer et d'éclaircir ici. Parce qu'après tout, le magistrat, c'est un fonctionnaire après tout. Érigé en institution, c'est vrai. Il ne peut pas avoir une indépendance absolue. Mais il faut lui garantir quand même une indépendance de manière à ne pas lui donner l'impression qu'il est terrorisé. Qu'il est terrorisé. Il faut le sécuriser dans l'application qu'il fait de la loi. Parce que si elle n'est pas sécurisée, il ne peut pas rendre une justice impartiale. Vous n'avez pas l'impression qu'elle a sécurisé la justice aujourd'hui? Le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa formation actuelle, n'est pas indiqué. Le magistrat béninois, d'abord le chef de l'État lui-même, en tant que président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, a déjà un problème. J'ai assisté à plusieurs magistrats, j'ai été plusieurs fois en discipline avec eux. Donc je sais de quoi je parle. Le chef de l'État lui-même, en tant que membre de ce conseil, c'est déjà un problème. Qu'il vienne s'en ajouter à ses membres, ses collaborateurs de gouvernement, c'est encore aggraver le problème. Il faut que le magistrat... Vous ne pensez pas que la présence du ministre de la fonction publique qui gère les cas... Non, ce n'est pas sécurisant parce que... Vous voyez, comprenez le système. Comprenez le système. Comment on attrape un magistrat devant le conseil supérieur? Comprenez ça. C'est vais vous décrire rapidement. On suppose qu'il a traité un dossier. Nous sommes au 6 ou 7 avril aujourd'hui. Le 1er avril, je prends ça comme ça. Et d'une raison ou d'une autre, le 2, il reçoit l'inspection judiciaire. On l'interpelle sur ce dossier-là. On fait un rapport, on estime qu'il a une faute. Le garde des Sceaux dit CSM. Et c'est comme ça que c'est mis en branle. Mais lui n'a pas de voie de recours. Ce juge n'a pas de voie de recours. La seule voie de recours qu'on lui donne, la Cour constitutionnelle, c'est lorsqu'il a violation de ses droits à la défense. Qu'il peut aller là-bas. Mais la faute, la preuve de la faute, la matérialité de la faute, la garantie, rien n'est là. Mais devant ce conseil supérieur, il est jugé par des gens qui eux-mêmes n'ont pas une indépendance. Ah, sauf s'il a l'appui du chef de l'État. Sauf s'il a été attrait là-bas, de façon abusive par le garde des Sceaux, contre la volonté du chef de l'État. Ah oui, il s'en sortirait. Mais si c'est avec le consentement du chef de l'État, avec tout ce nombre de membres autour de l'exécutif qui sont là-bas et qui eux-mêmes sont dépendants du chef de l'État, comment voulez-vous qu'il aille se défendre là-bas? Quelle que soit la défense, la sanction est encourue. Et ce juge, ses collègues, à l'avenir, quand ils vont se trouver en face d'un certain nombre de dossiers, ils vont se refuser à dire le droit. Ils vont se refuser à dire ce qui est de leur conscience. Mais ils feront ce qu'on veut qu'ils fassent. Peur des représailles? Pour éviter des représailles. Et tout homme à leur place fera la même chose. C'est dans le code, il faut réviser certaines choses. Mais pas de la révision dont on parle, la réforme. La réforme ici a été une réforme aggravante de la situation. D'une situation qui était déjà dénoncée. On a inclus beaucoup d'autres personnes de l'exécutif. Mais ce n'était pas bien. Alors qu'on recherche même que le chef de l'État lui-même s'en sépare. Je l'ai dit tout à l'heure que les réformes qui étaient prévues, voulues par le candidat Patrice Talon, ensuite président de la République, je vous ai donné les détails de ces réformes. Je ne me permettrai pas ici de faire la justice de ce qui se passe au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Je ne me permettrai pas de le faire. Et je ne me permettrai pas de dire non plus que les magistrats ne sont pas indépendants. Je ne me permettrai pas de le dire parce que j'ai toujours eu confiance à la justice de mon pays et je sais que c'est des gens qui ont reçu une certaine formation, c'est des gens qui ont une certaine compétence pour se retrouver au poste de responsabilité. S'il se confirme que les décisions rendues par ces juges ne sont pas des décisions justes, des décisions impartiales,
je n'y adhère pas. Je crois en la justice, je crois en la compétence et je crois en les dépendances des juges. Et nous sommes souvent devant ces juridictions où vous perdez, où vous gagnez. Devant le Conseil supérieur de la magistrature. Je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire parce que je ne porterai pas de jugement à ce niveau-là. Je ne porterai pas de jugement, puisque je vous ai déjà dit ce que voulait le candidat Patrice Talon, devenu président de la République, pour que nous puissions avoir un conseil supérieur de la magistrature qui pourrait être indépendant. Mais ce n'est pas parce que le conseil serait indépendant qu'on ne mettrait pas dedans des gens qui pourraient apporter sur son bon fonctionnement. L'accent dont je mets l'accent sur ce côté où on estime qu'il n'est pas indépendant, ce conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas parce que vous êtes dedans que vous allez prendre des décisions, puisque quand on parle d'inspecteur, l'inspecteur, il est qui? C'est un magistrat. Il dépend de qui? Il dépend comme le ministre de la Justice, comme le procureur de la République qui dépend du garde des Sceaux qui dépend du président de la République. Il faudrait que nous portions des jugements qui sont des jugements réalistes. Je dis bien des jugements réalistes. Et c'est fort de ça que je vous dis, la justice, jusqu'à nouvel ordre, elle est indépendante, rendue par des juges compétents. Et quand on estime qu'ils ne sont pas compétents, je crois que c'est de l'injure. Est-ce qu'on a parlé de compétence? On a parlé d'influence, d'ingérence. Quand on parle d'influence, vous ne pouvez pas influencer quelqu'un qui est incompétent. Quelqu'un qui a suivi, qui a une formation. Quelqu'un qui a appris un métier. Vous pensez que quand, par extraordinaire, je suis avocat et dois défendre quelqu'un, vous allez m'influencer? Quand je prends un dossier, a fortiori quand l'autre doit rendre une décision? Mais c'est au vu de certains nombres d'éléments. Je présente mes pièces, il présente ses pièces. Je dis ce qu'il faut, il dit ce qu'il faut. À supposer même que je ne sois pas gagnant, mais j'ai les voies de recours. Il y a la cour d'appel, il y a d'autres voies, ainsi de suite. Donc quand on porte de l'opprobre sur ce que nous appelons la justice, je voudrais que nous n'allions pas sur ce terrain-là. Vous permettez que je commence à prendre des auditeurs. Je suis entièrement d'accord. En attendant, parce que ce secteur reste encore... C'est un secteur où il ne faut pas porter des jugements. 64 44 02 44 66 75 72 72, c'est pour intervenir désormais, mesdames, messieurs. Un premier en ligne, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Diossou. Oui, moi, c'est monsieur Hervé Baguidi. Hervé Baguidi. Oui, j'appelle de Square Beto. Vous avez l'antenne, monsieur Baguidi. Merci, monsieur Diossou. Merci à vos invités. Bonjour. J'aimerais tout particulièrement commencer par remercier Maître Katoatita pour son impartialité habituelle. On sent que c'est un intellectuel qui parle pour éclairer l'opinion. Bonjour, Maître Miga. Bonjour, monsieur Baguidi Hervé. Voilà. Moi, je voudrais savoir, ça m'étonne que certaines personnes n'arrivent pas à dire la vérité au peuple. J'ai quelques préoccupations. La toute première préoccupation. Maître Miga venait de dire que le président de la République a dit qu'il fera des miracles. Oui, ça, il l'a dit. Mais lui-même a redit publiquement, par ailleurs, qu'il n'a jamais dit qu'il ferait des miracles. Qu'il n'a jamais dit qu'il ferait des miracles. Et ça, cette vidéo a circulé un peu partout. Mais quand Maître Miga soutient Mordicus, qu'il a dit qu'il ferait des miracles, alors que Maître Atita disait, pour le sauver, qu'il ne pouvait pas faire des miracles, Maître Miga dit qu'il a dit qu'il ferait des miracles et qu'il les ferait. Bon, ça, je tenais à clarifier ça. Le problème de l'eau, qui est une réalité, oui, d'accord, l'État est une continuité parce que dans les collines, il y a des adductions d'eau qui sont en train d'être réalisées, mais c'est des projets, à mon entendement, qui avaient déjà débuté depuis l'ancien régime. Mais l'État étant une continuité, c'est tout à fait normal que le gouvernement de la rupture poursuive et en récolte la gloire. Mais tout le monde sait aussi que la plus grande corruption dans le secteur de l'eau, c'est encore
encore des rupturiens, des gens qui sont autour du chef de l'État. On ne va pas dire des choses dont on n'a pas les éléments, s'il vous plaît. On ne va pas parler de plus grande corruption. Si vous avez une question, allez à la question. Non, nous parlons du PPAE2 que tout le monde connaît, c'est tout. Troisième point sur lequel je voudrais intervenir. Rapidement alors, parce qu'on n'a pas trop le temps. Oui, que l'énergie est devenue une réalité aujourd'hui. Moi, je me pose la question de savoir si on est tous dans le même pays. Dans le secteur des réformes, c'est une très bonne chose. Hein. J'appuie Maître Migan par rapport aux réformes, mais les réformes, le péché des réformes, c'est que les réformes, quand elles sont orientées vers autrui, ça ne peut jamais prospérer. Il faut que ce soit des réformes qui soient orientées pour le bien-être de toute la population. Merci. Mais quand c'est orienté vers autrui, ça ne prospère pas. Merci à vous. Dans le vous. secteur de l'agriculture, quand Maître Migan parle du coton, moi je me demande, est-ce que Maître Migan peut nous dire à qui profite le coton aujourd'hui? Donc voilà quelques éléments que je voudrais. Merci à vous, monsieur Baguidi. Hervé, nous allons prendre un autre auditeur après vous. Bonjour. Saturnin, Jean Coton. Oui, monsieur Coton. Je salue les deux avocats sur le plateau. Maître Paul Katouatita, bonjour. Bonjour. Maître Jacques Attiafon Migan, bonjour. Bonjour, monsieur Coton. Oui. Première question. Maître Paul Katouatita, oui. Devrions-nous continuer à dire qu'un chef de l'État élu sur la base d'un projet de société, ça il faut le souligner, ne fera que ce qu'il peut en raison de l'insuffisance des ressources financières, vous l'avez dit. Je voudrais vraiment que, parce que nous sommes sur une émission qui s'appelle quand même Sans langue de bois et qui est écoutée de par le monde. Quand on sait que l'actuel président, lors de son investiture, a dit j'ai conscience des défis à relever et je suis prêt ici et maintenant, est-ce qu'on peut continuer toujours à dire ça? Maître Jacques Attiafon Migan. Oui. Et je vous remercie. Alors, vous avez dit que vous avez affirmé que quand le chef de l'État, l'actuel chef de l'État, fait une promesse, il la réalise toujours. Vous l'avez dit, je l'ai suivi plus d'une fois. Qu'il vous souvienne que Patrice Talon a laissé entendre qu'un pays qui ne respecte pas une décision de justice est un État voyou. Je ne sais pas si j'ai repris mot pour mot l'idée, mais c'est la substance là. Avez-vous le sentiment que Patrice Talon a tenu parole dans ce registre-là, quand on sait que son gouvernement a refusé de déférer aux interpellations du Parlement depuis l'échec de la première tentative infructueuse de la révision constitutionnelle? Quand on sait que le chef de l'État, son gouvernement, n'a pas daigné respecter l'injonction à lui imposer par la CADHP, je crois, et quand on sait que également les nombreux arrêts rendus par la Cour constitutionnelle précédente, à savoir faire tenir à cette instance les relevés de compte, je ne sais pas moi, pour connaître les salaires des membres du gouvernement, n'est-ce pas, quand on sait que cet arrêt-là est resté sans être satisfait, quand on sait également que sous l'actuelle Cour, le 1er février dernier, qui a rendu un arrêt sur la loi portant création de la CRIET, notamment son deuxième alinéa de l'article 12, est rendu non conforme à la Constitution. Qu'est-ce qui est fait jusque-là par rapport à ce que vous aviez dit? Pour finir, Maître Jacques Attiafon Migan, vous avez dit également que je voudrais vous demander que peut faire un chef de l'État contre la corruption pour combattre la pègre si lui-même se met dans la posture de corrupteur. L'affaire des 5 millions à l'effet de la première révision constitutionnelle. On n'en a pas eu les preuves, Jean Coton. On n'a pas eu les preuves que... Oui, ça c'est Rosine Soglo qui l'a dit. On n'était pas là quand la transaction aurait été faite. Un autre auditeur, rapidement, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, bonjour. Et comment vous allez? Nous allons bien. Votre nom et aller directement aux questions. Je salue le plateau, ici c'est Hugues Akpovi. Hugues Akpovi. Oui, moi j'ai qu'une seule question. Et ma question c'est que dans le projet de société du chef de l'État, je suis étonné depuis hier. Et je ne sais pas si c'est moi qui ai mal vu le projet de société de l'État.
Je ne sais pas si dans le projet de société du chef de l'État, si c'est écrit, si vous ne m'obéissez pas, je vais vous faire sortir des chars combat dans tout le pays. Je me pose cette question. Parce que voir des chars combat dans une ville ou dans un pays, vraiment ça me fait peur parce que je viens dans une zone de guerre, qui est la zone de Boaké, en Côte d'Ivoire. Donc ça me fait très mal de voir ça. Je me pose la question si c'est écrit dans le projet de société du chef de l'État. Merci et bonne journée. Un tout dernier, je veux bien que ce soit le tout dernier parce qu'on a des invités qui devront répondre. Oui, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, votre nom s'il vous plaît. Mon nom c'est Sébastien Nyokoso, je vous appelle de Cotonou. Rapidement monsieur Nyokoso. Ok, je salue vos deux invités. Ma première question s'adresse à monsieur Jacques Mégan. Je vais dire, nous devons avoir le courage de prendre notre cercueil en main, franchir la porte du roi et lui dire sa majesté. Votre dernière décision n'est pas bonne. Le peuple n'est pas content. En démocratie, c'est le peuple qui juge les dirigeants dans les urnes. Et cela doit être une compétition. Mais ce qui se passe là maintenant, ça empêche la compétition. Et nulle part ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Et il y a les chats dans la ville. Est-ce que M. Jacques Amégan, ça vous fait plaisir quand vous voyez les chats à l'approche des élections, alors que nous avions l'habitude que nos élections soient des jours de fête. Deuxième préoccupation, vous avez dit que là, les gens ont rejeté la constitution proposée par le chef de l'État. Vous n'êtes pas sans savoir, dans cette constitution, il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a aussi d'autres choses qui ont fait douter le peuple. Par exemple, je donne l'exemple que le chef de l'État peut aller négocier les choses de l'argent à l'extérieur, et vous savez les thèmes, et 90 jours rendre compte à l'Assemblée nationale. Ça fait partie des choses que le peuple n'a pas acceptées. Et pour finir, lutte contre la corruption. Nous connaissons aujourd'hui qu'il y a des dossiers dans ce pays qu'on connaissait. Et ceux-là sont des députés soutenants qui sont dans le BNP aujourd'hui et on les a encore positionnés. Vous n'êtes pas sans savoir que le directeur général de l'SB était sorti enfin pour accuser M. Saleh, disait que ce n'est pas ses public. Et que Saleh devait des milliards par-ci par-là. Mais depuis que Saleh s'est tué, il y a rien ne fait jusqu'à présent. Est-ce que ce n'est pas la lutte impartiale là? Bon, merci Sébastien Nyokoso. J'allais vous arrêter quand vous parliez de Saleh parce que je ne veux pas qu'on appelle de nom d'individu. On n'a jamais sorti, le ministre n'a jamais, en tout cas, annoncé le directeur de la SBE que quelqu'un a volé ou celui que vous avez cité. Nous revenons sur le plateau. Chers invités, Maître Migan, vous avez été plus interpellé par les auditeurs qui ont appelé. Vous avez eu... Non, je remercie infiniment les auditeurs et les téléspectateurs pour leurs préoccupations parce que c'est à travers leur interrogation ou leur volonté de savoir qu'on peut aussi apporter des solutions. Quand M. Baguidi nous dit que les adjudications d'eau existaient avant l'arrivée du président Patrice Talon, vous savez, pour ce besoin précis, pour l'eau, le chef de l'État a créé ce qu'on appelle une entreprise de l'eau qui se situe aujourd'hui à la présidence de la République et a sollicité un expert de la Banque mondiale, pour ne pas le citer, quelqu'un que je connais très bien, M. Sylvain Adoko Migan, qui a travaillé, qui continue à travailler de concert avec la Banque mondiale pour avoir fait ses expériences sur le plan international. Et je vous ai dit tout à l'heure que ce projet permettra au Bénin de faire, ou à commencer par faire, ce que nous avions à faire. Et nous avions mis 59 ans. Depuis 1960, à ce jour, nous avions mis 59 ans à construire des adjudications d'eau villageoise. Le tiers est en train d'être réalisé en 2 ans. Je dis bien le tiers, ça a commencé en 2018. Donc sous le régime du président Patrice Talon, à travers cette entreprise, à travers le ministère de l'eau. Donc ce n'est pas quelque chose qui avait commencé sous le régime du président Patrice Talon. Et cela s'explique à travers l'ORTB qui explique comment on a commencé, où on a été chercher les fonds. Et nous avions vu dans ce pays la Banque mondiale venir pour signer des accords de prêt avec le Bénin. Les mobilisations qui se font pour permettre la réalisation de cet accès de l'eau potable aux Béninois de 2016 à 2021. Et ça va être une réalité. Ça, tout, je l'ai dit, ça avait commencé
depuis 1960, mais ce que le régime du président Talon a fait, c'est important. Dites-vous, Maître Migan... En ce qui concerne l'énergie orientée vers autrui, je ne sais pas ce que M. Baguidi a voulu dire. Il parlait de réformes. À qui profite le coton? Nous avions une société. Les recettes vont dans les caisses de qui? De l'État. Je dis bien dans les caisses de l'État. C'est un monopole, vous savez, non? C'est vous qui le dites, M. Diorsou. Et vous pouvez peut-être, comme vous disiez tout à l'heure aux téléspectateurs, s'ils ont les preuves, vous avez peut-être les preuves de ce que vous dites. On sait que c'est la Sodeco. On sait qui était actionnaire majoritaire à la Sodeco. M. Diorsou, si vous avez les preuves de ce que vous dites, vous nous les apporterez, puisque c'est vous qui le dites. Vous connaissez cette histoire. Ce que je sais. La réquisition des usines et tout ça, vous connaissez, Maître Migan? Je connais ce que ça donne comme recette dans les caisses de l'État. Et je sais ce que ça crée comme emploi sur l'étendue du territoire dans le milieu agricole. Et c'est très important, je l'ai dit tout à l'heure, ce coton. Mais si vous estimez que ça profite à quelqu'un, vous avez peut-être, comme vous le disiez aux téléspectateurs, s'ils n'ont pas les preuves, qu'ils s'abstiennent de dire. Mais vous êtes bien placé pour savoir. Monsieur, oui, il a été question également il disait de la criette. Le président, oui, la criette, allez-y. De la criette en ce qui concerne l'article... L'alinéa 2 de l'article 12. Vous savez... Contraire à la Constitution selon la Cour constitutionnelle, récemment à Arusha, on a dit que l'article 12 en entier était quand même remis en cause. Non, ce n'est pas ce qui a été dit de manière spécifique. Bref, la criette qui a été créée à travers cette modification de la loi sur l'organisation judiciaire est une très bonne chose. Une très bonne chose tout simplement parce que notre pays est devenu une plaque tournante de la drogue. Et aujourd'hui, nous sommes soutenus dans cette lutte que mène le gouvernement du président Patrice Talon contre ce fléau, c'est-à-dire pas seulement contre le trafic de drogue, mais contre les crimes économiques également. Nous sommes soutenus par les États-Unis, par les pays européens, parce que nous avions pris le travail, ou du moins ce fléau au sérieux. Alors, la criette qui a été créée, remplit-elle les conditions? Je dis oui. On peut ne pas être d'accord. On peut être d'accord, mais lorsqu'il a été question, lorsque des confrères, des avocats ont saisi la Cour constitutionnelle en vertu de l'article 122 pour estimer qu'il n'y a pas à ce niveau un procès équitable, qui suppose quoi? Le délai raisonnable, le contradictoire et le double degré de juridiction, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision pour dire que, alors que la loi a déjà été promulguée, a vu à travers l'article 12 qu'il y a une inégalité, c'est-à-dire l'article 26. Est-ce que c'est bien de promulguer une loi et de se rendre compte par la chute qu'il y avait des coquilles qu'on a laissées dedans? Vous savez, si tel était le cas, à quoi servent les juridictions? Pour combler les vides. À quoi servent les juridictions? Pour combler les vides. Une loi a été votée, beaucoup de lois sont votées, et pourtant nous avons les juridictions qui sont là pour rendre des décisions, pour combler les vides des tests qui ont été promulgués. La preuve, en ce qui concerne le test sur le droit de grève, il a été promulgué en 2002. Mais la Cour présidée par le professeur Olo est revenue pour nous dire d'aller encore encadrer. Et les députés ont repris ce test. Donc il faudrait que nous sachions qu'il n'y a pas de loi parfaite. Il y a toujours des choses à revoir. Non. Donc à ce niveau-là, j'ai apprécié la décision qui a été rendue par la Cour constitutionnelle qui demande à ce que l'article 12 sur la criette soit revu, parce qu'il y a une inégalité où d'un côté on disait que peut faire l'objet de procédures. Est-ce que c'est corrigé déjà jusqu'ici? Il revient à qui de le faire? Aux députés. Ce n'est pas au gouvernement de le faire. Le gouvernement ne vote pas les lois, M. Diorsou. À moins que vous me l'enseigniez. Mais il revient aux députés de le faire. Je ne saurais vous l'enseigner. Vous êtes parce que quand vous... Donc pour vous, dire, tout va bien, la criette... je n'ai pas dit qu'il y a eu le double degré de juridiction au niveau de la criette. C'est-à-dire quoi? De manière implicite. C'est une juridiction spéciale. Je ne dis pas exceptionnelle comme la Haute Cour de justice. Je ne dis pas exceptionnelle comme la Haute Cour de justice. Vous direz que c'est une cour d'exception, la criette. Ça dépend des termes de chacun. Moi, je dis que c'est une juridiction spéciale. Pourquoi? Lorsqu'une décision est rendue par cette juridiction, vous avez la possibilité de saisir, de faire un pouvoir en cassation. Et c'est ça le second niveau? Lorsque vous saisissez la Cour de cassation, si elle estime
que votre recours et votre pouvoir, est fondé. Mais elle a la possibilité d'évoquer à nouveau le dossier et de renvoyer, si elle estime, devant devant la même cour, devant la cour, la criette, mais autrement composée. Vous savez qu'à la cassation, sauf erreur de ma part, on ne connaît pas du fond, on voit seulement les formes. La cour de cassation, est-ce qu'elle connaît la forme, le dossier dans le fond? Est-ce que vous avez suivi ce que je viens de dire? Oui, je dis que la cour, elle prend le dossier, la cour de cassation, la cour suprême. Elle constate que votre décision a des problèmes au niveau du droit pur. Elle évoque. Elle renvoie devant la même cour pour qu'elle soit rejugée, mais autrement composée. Vous bénéficiez dans ces conditions indirectement, implicitement, d'un second niveau, d'un deuxième niveau de juridiction. Vous avez écouté le jugement d'Arusha qui a dit que ce n'était pas le cas? Écoutez, Arusha, pas du tout le cas. Arusha, le problème d'Arusha, nous en reviendrons. Parce que ça n'engagerait pas le Bénin. Je vous dis, ce n'est pas que ça n'engage pas le Bénin. Le Bénin est un état de droit. Nous avons toujours respecté la loi, les droits au Bénin. Mais une décision qui a été rendue par Arusha, avant même que cette décision ne soit rendue, vous l'avez suivi avec moi. Ce n'est pas moi qui vous le dis. On avait déjà connaissance de cette décision qui allait être rendue. Le Bénin a demandé qu'il y ait une enquête. L'enquête qui a été menée par la Cour a été portée à la connaissance de l'État de mon pays, au Bénin, quelques jours avant que la décision ne soit rendue, en disant que c'est négatif, ils n'ont rien trouvé. Mais ce n'est pas ce que le Bénin a demandé. Le Bénin a demandé une enquête indépendante. Donc nous attendons. Parce que comment peut-on connaître le contenu d'une décision rendue? Comment peut-on, cette décision peut être pas sous d'autres formes, déjà sur la place publique. Et il vous souviendra ce que nous venons de vivre le 2 avril dernier en ce qui concerne le dossier Tapi. Que voulez-vous dire alors? Ce que je veux dire par là... Au niveau de Arusha, écoutez, nous attendons... Que ce n'est pas une cour indépendante aussi. Moi, je n'en sais rien. Ce que je sais, ce n'est pas nouveau. Même en France, ça vient de se passer dans le dossier Tapi. Arusha n'est pas indépendant. Je n'ai pas dit ça, c'est vous qui le dites, mais ce que je viens de... Je veux vous dire par là... Implicitement, Maître Mingan. Vous savez, une juridiction... Et mon confrère me contrarierait point sur ce point. Lorsque le délibéré qui n'a pas encore été vidé, vous êtes déjà en possession de la décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand vous prenez ce qui a été porté sur la place publique, je n'accuse personne. Je ne dis pas que la partie qui a saisi ou la partie qui défend ont des choses à se reprocher. Ce que je sais, il revient à la Cour de laisser une commission indépendante dire... Donc, c'est ce que je voudrais dire. En quelques secondes. Donc, monsieur, projet de société... n'a pas la parole parce qu'il a été peut-être interpellé une seule fois. Oui. Quant au refus de la révision de la Constitution, lutte contre la corruption... On va aborder d'autres aspects. Des chars actuellement circulent dans les villes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous savez, nous sommes dans un pays où la sécurité, je dis bien la sécurité, a été sérieusement renforcée. Sérieusement renforcée. Laissez-moi terminer. La sécurité a été sérieusement renforcée. Ce n'est pas nouveau. Il vous souviendra, lorsque le président Boni Yayi avait gagné les élections en 2011, nous avions vu des chars. Non seulement nous avions vu, mais circulaient les chars pendant plusieurs mois dans ce pays. Donc c'est normal. Alors, lorsque vous dites que des gens demandent qu'on aille à insurrection, à l'ordre, aux troupes de l'ordre public, donc vous auriez voulu que l'on croise les bras comme ce qui s'est passé tout récemment à Paris, où des gens sous le credo de maillot jaune. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur les Champs-Élysées? Ils ont tout cassé parce que le gouvernement n'a pas pris les dispositions qui s'imposent. Mais à Paris, on n'a pas vu des chars à Paris. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Des militaires? Est-ce que les militaires doivent être circulés dans les rues avec les armes? Et quand vous allez à l'aéroport, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les cars? Vous voyez de l'aéroport de Paris. L'émission est presque terminée, Maître Katouatita. Je me suis permis de donner plus la parole à Maître Mingan. Il ne dira pas que les choses n'ont pas été faites. Ah non, c'est parce que j'ai été le plus interpellé. Voilà, vous avez quelques minutes. J'ai été le plus interpellé, M. Dorsou. Donc il ne faudrait pas chercher midi à 14h. Il y a deux choses à ajouter suite à ce truc-là. Je crois qu'il y a eu une interpellation. Oui. Vous parliez des moyens. Le président de la République dirait, en tout cas vous insinuez que quand il aura les moyens, alors qu'il a dit le 6 avril, qu'il est prêt ici et maintenant. Qu'avec ça, est-ce qu'il faut continuer par vous? C'est tout à fait normal. Ce qu'il a dit à Porto Nouveau le jour-là, c'est normal. C'est ce que tous nos chefs d'État
nos hommes politiques ont toujours dit. Mais entre ce que l'on dit et la réalité, il y a toujours une distance. Et cette distance-là, c'est ça que je rétablis. Vous ne pouvez pas développer un pays, réaliser un programme de développement économique, industriel, tertiaire, quelle que soit la forme d'un pays, sans des moyens financiers conséquents. Chacun d'eux fera ce qu'il peut. Le discours-programme de l'époque révolutionnaire du 30 novembre 1972 de Mathieu Kérékou est encore d'actualité, hein, si les gens ne le savent pas, quand on lit ce discours-programme, le contenu, à part les étapes révolutionnaires que ça comporte pour le développement. Aucun chef d'État n'arriverait à réaliser intégralement son programme. Je dis et je continue de dire, je ne suis pas un courtisan, je n'en voudrais pas au chef de l'État, au président Talon, s'il ne réalisait pas entièrement son PAG, parce que ça, tout ne dépend pas de lui. Mais ce que je dis, c'est vouloir s'accrocher aux réformes, et ne pas écouter ce que les gens disent dans les rues. Et non, parce que les courtisans, ils sont là, hein. C'est ça qui n'est pas bien. Les réformes vont lui faire perdre du temps sur l'essentiel. Et je m'avais abordé 2 points de clarification nettes. Je crois que j'aurais terminé, à moins que vous ayez d'autres choses à me demander. On est à 30 secondes de la fin. Le bâtonnier, tout à l'heure, il vous parle de juridiction spéciale. Non, qu'on n'est pas en exception. Je voudrais que nous avons une mission d'éclairage. Toute juridiction spéciale est avant tout d'exception. Alors, si en face de nos chefs, nous continuons de leur dire que la CRIET n'est pas une juridiction d'exception, mais spéciale, nous ne contribuons pas à les faire évoluer dans leur pensée sur ce qu'ils doivent faire par rapport à la CRIET. Toute juridiction spéciale est avant tout d'exception. Si elle n'était pas d'exception, elle ne serait pas spéciale. Ça, il faut être dessus. Revenons sur les chars qui circulent. Oui, il faut protéger l'ordre public. Je suis d'accord avec lui. Mais nous devons également dire aux chefs qu'à vouloir protéger l'ordre public, au-delà d'une certaine limite et au-delà d'un certain moyen d'action, nous risquons de nous retrouver en conflit avec le droit international, en conflit avec nos engagements internationaux. Nous allons nous retrouver sur le banc de l'accusation internationale et on nous reprocherait d'avoir tourné des fusils contre notre propre peuple. Alors, et conseiller gentiment au chef de l'État qu'il faut trouver une solution intermédiaire à ce qui se passe entre votre devoir de protéger l'ordre public. Vous avez également la contrainte et l'obligation de ne jamais tourner les armes contre votre propre peuple. Voilà ce que je voudrais dire. Et je vais exercer une dictature, Maître Mingan. Oui. On dit que c'est déjà tout pour cette émission. On a pris 1 minute, 2 même de plus. Ah non, mais et vous dire merci d'être venu. C'est nous qui vous remercions. Nous aurons d'autres occasions de vous reprendre sur ce plateau. Ici, c'est chez vous, vous le savez. Quelle que soit la chaîne qui m'invite, je dis bien quelle que soit la chaîne, j'aime toujours y être, mais je dis toujours au début que les choses se passent de manière équitable. Vous n'avez pas et je vous l'ai dit, c'est parce que je l'ai dit que vous avez commencé par le respecter. Non, je l'ai respecté. Si en descendant, on va calculer le temps d'intervention, vous allez constater que vous avez battu de loin Maître Paul Katoatita. C'est vous qui le dites. Dans vos interventions. Merci à vous aussi, Maître Paul Katoatita. Merci. Regardez là-dessus, je me permets de le faire, mesdames et messieurs. Si vous avez entendu parler de cours spéciaux, les élèves sont à l'écoute. On parle d'une cour, donc cours spécial et de tribunaux spéciaux, la plus célèbre des cours parlant de la CRIET. Merci à Mohamed Yamini qui a assuré la mise en œuvre, mesdames et messieurs, c'est tout. Pour Sans Langue de Bois. Dimanche prochain, on se retrouve.